au génocide de 1994, Pascal Sembi Kangoua fera à nouveau face à la justice ce mardi aux assises de Bobigny pour son procès en appel. Au Cameroun, une messe a été dite ce lundi en l'honneur des 79 personnes qui ont péri dans le déraillement d'un train Yaoundé-Douala ce vendredi. Et puis au Venezuela, l'opposition a démenti ce lundi le début d'un dialogue avec le gouvernement du président Nicolas Maduro. Voilà pour le sommaire. Bonjour à tous et bienvenue. Au Cameroun, une messe a été célébrée ce lundi soir à Douala. C'était en l'honneur des 79 victimes du déraillement d'un train qui s'est produit vendredi dernier. Voici le reportage. 79 personnes ont perdu la vie ce vendredi dans l'accident du train Yaoundé-Douala au Cameroun. Alors que le pays observait ce lundi une journée de deuil national sur instruction du président Paul Biya et que les drapeaux étaient en berne, l'Église catholique a appelé à l'organisation de messes de recueillement dans tout le pays. Tous les Camerounais sont éprouvés par cette disparition, par cette catastrophe. Nous sommes venus manifester notre compassion à tous et surtout prier pour que le Seigneur soit le seul à nous consoler en ces moments de dure épreuve. Pour le moment, aucune raison officielle n'est avancée pour expliquer les causes réelles de l'accident. Cependant, le responsable de la communication de Camrail a assuré qu'une enquête était en cours pour faire la lumière sur ce drame. Toujours au Cameroun, 2 attentats ont été commis par plusieurs femmes dans la nuit de dimanche au lundi. Ces attaques ont eu lieu dans 2 localités distinctes de la région de l'extrême nord du pays. Le bilan fait état de 3 morts, dont 2 kamikazes et 1 civil, ainsi que 6 blessés selon le porte-parole du gouvernement camerounais. Selon ces explications, l'une des kamikazes s'est enfuie tandis qu'une autre s'est fait exploser, se tuant et blessant dans le même temps 5 membres du comité de vigilance. Au Burkina Faso, un djihadiste présumé a été abattu par la police dans la nuit de samedi à dimanche. C'était au cours d'une opération d'interpellation. 3 autres djihadistes présumés sont activement recherchés. L'intervention des forces de sécurité a permis de démanteler un réseau de recrutement de jeunes destinés à alimenter des filières terroristes dans la sous-région et au Burkina Faso. Les précisions avec Claude Romba. La riposte des éléments de la police qui ont issu des tirs dans la nuit du samedi à dimanche au cours de l'opération d'interpellation a été fatale à un présumé terroriste dont le corps gisait encore ce dimanche matin dans cette ruelle. L'opération a pu être menée grâce à la vigilance des populations de Yagma, un quartier situé dans la périphérie nord de Ouagadougou, suite à des tentatives de recrutement de jeunes qui devraient ensuite être formés aux fins d'actions terroristes. Nous avons eu la collaboration des populations de Yagma qui nous ont fait comprendre qu'il y a des tentatives de recrutement de jeunes pour aller former au nord de notre pays, peut-être même carrément au-delà de la frontière. Et ces recrutements avaient pour but de faire des formations pour revenir s'en prendre à nos postes de forces de défense et de sécurité. Le procureur du Faso, accompagné du ministre d'État en charge de la sécurité intérieure, se sont rendus sur les lieux pour les constatations d'usage. La police scientifique était également à pied d'œuvre à la recherche des moindres indices. Selon la police, la victime de nationalité burkinabé était âgée d'une trentaine d'années, avait un pistolet automatique et tenait à la main une grenade offensive et un sac contenant des téléphones portables et divers objets. Plusieurs personnes ont été interpellées dans le cadre de cette opération, parmi elles 4 femmes. Certains complices ont réussi à fuir avec un véhicule qu'ils ont ensuite abandonné. Les ratissages et les investigations se poursuivent. Le procureur du Faso a qualifié ces actes de terroristes. Rappelons que le Burkina Faso fait face depuis quelque temps à des attaques terroristes à répétition dont les cibles sont les positions des forces de défense et de sécurité. On reste au Burkina Faso où, selon un communiqué, le parti du président Roch-Marc Christian Kaboré a accusé ce lundi les pro-Compaoré d'être à l'origine de la nouvelle tentative de coup d'État déjouée début octobre. Selon le ministre burkinabé de l'Intérieur, Simon Compaoré, le putsch manqué de début octobre devait être mené par un groupe de 30 hommes, composé essentiellement de sous-officiers et de militaires du rang de RSP, commandé par l'adjudant-chef Gaston Koulibaly, un des anciens
Ngaduko de Compaoré, activement recherché par les services burkinabés. Cependant, une partie de la presse restait ce lundi dubitative sur le putsch. Du Burkina Faso, rendons-nous au Niger où le gouvernement a supprimé les postes militaires installés dans les zones d'accueil des réfugiés maliens. Les autorités nigériennes qui jugent ces postes trop vulnérables optent désormais pour des patrouilles militaires. Cette décision de suppression intervient quelques jours après l'attaque djihadiste qui a coûté la vie à 22 soldats qui assuraient la sécurité de réfugiés dans le sud-ouest du pays. Le gouvernement nigérien opte désormais pour des patrouilles militaires en supprimant les postes statiques dans 2 zones d'accueil de réfugiés maliens. Loin d'être un retrait des forces, cette mesure consiste en un changement de mode opératoire des autorités nigériennes qui estiment que les soldats sont trop exposés en restant sur place. Ce nouveau dispositif est la conséquence d'une attaque probablement menée par des djihadistes le 7 octobre dernier contre le camp de réfugiés maliens de Tazalit dans la région de Tawa, à 350 km au nord-est de Niamey. Une attaque qui avait coûté la vie à 22 soldats qui assuraient la sécurité de réfugiés. La nouvelle mesure concerne Tazalit et Intikan, 2 zones de Tawa qui totalisent 22 000 réfugiés sur les 60 000 réfugiés maliens vivant au Niger. Jeudi dernier, le ministre de l'Intérieur Mohamed Bazoum s'est déjà rendu à Tazalit afin d'évaluer le dispositif sécuritaire de la zone en compagnie de hauts responsables militaires. Visite au cours de laquelle il a promis un recrutement important de soldats ainsi qu'un redéploiement d'envergure de renforts de militaires pour surveiller cette zone frontalière du Mali qui constitue une porte d'entrée pour les terroristes. En Côte d'Ivoire, les avocats de l'ex-première dame Simone Gbagbo ont suspendu jusqu'à nouvel ordre leur participation au procès de leur cliente. Ceci parce que la Cour a refusé de faire témoin des personnes ivoiriennes qu'ils voulaient faire entendre. Il s'agit entre autres de l'ancien chef de la rébellion et actuel président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, l'ancien premier ministre Jeannot Kouadio Aoussou, l'ex-ministre Charles Kofi Dibi et du directeur général de la police nationale, Brendou Mbia. Selon la défense, ces personnalités sont des témoins dont les témoignages sont indispensables à la manifestation de la vérité dans ce procès. Mais la Cour a estimé qu'elle ne peut citer ces personnes à comparaître car aucun test ne l'autorise. Écho de la Cour pénale internationale, tout en soulignant que le retrait annoncé par l'Afrique du Sud et le Burundi ne serait effectif que dans un an, le président de l'Assemblée des États partis au traité fondateur de la Cour pénale internationale a appelé ce lundi à trouver un consensus avec les États africains critiques. Sidiki Kaba a exhorté ces pays à donner une chance au dialogue, à la négociation, estimant que la prochaine Assemblée générale des États partis du 16 au 25 novembre à la pourrait permettre de trouver un consensus dynamique. Le ministre sénégalais a également prôné le renforcement des systèmes judiciaires nationaux, rappelant que si 9 de ces 10 enquêtes de la Cour pénale internationale avaient été ouvertes dans des pays africains, c'était en tant que juridiction d'ultime recours et à la demande de ces pays. Hors du continent africain, aux États-Unis, Hillary Clinton et Donald Trump, les 2 candidats à la présidentielle américaine, ont donné ce lundi le coup d'envoi des 2 dernières semaines de la campagne. En meeting en Floride, le milliardaire républicain a prédit qu'il ferait monter les sondages dans les urnes. Lors d'un meeting électrique à Saint-Augustine en Floride, l'un des plus grands États américains où il est donné perdant d'environ 4 points contre la démocrate, Donald Trump a dénoncé avec une intensité renouvelée la collusion des instituts de sondage, des médias et du camp démocrate selon lui. Il a repris à son compte l'information du Wall Street Journal selon laquelle la femme d'un des hauts responsables du FBI a reçu l'aide financière du gouverneur de Virginie et proche des Clinton, Terry McAuliffe, lors d'une campagne électorale pour un siège local en Virginie en 2015. Or, le FBI a enquêté puis conclu au non-lieu dans l'affaire de la messagerie privée d'Hillary Clinton. Il faut la tenir pour responsable parce qu'elle savait que l'argent, plus de 675 000 $, avait été payé. Donc pourquoi l'a-t-on autorisée à continuer sa candidature pour la présidence? Pourquoi a-t-elle été autorisée? Lors d'un discours prononcé ce lundi dans le New Hampshire, la sénatrice pro-Clinton Elizabeth Warren, très impliquée dans la campagne de la candidate démocrate, a défié Donald Trump. Hillary Clinton
Hillary Clinton se bat pour nous. À notre tour de nous battre pour Hillary. Écoute bien, Donald. Les méchantes sont dures, les méchantes sont intelligentes et les méchantes votent. Au niveau du pays, les sondages ne sont pas plus favorables à Donald Trump. Hillary Clinton gardait la main haute ce lundi, un avantage qu'elle entendait consolider grâce au vote anticipé, désormais possible dans plusieurs États, dont la déterminante Floride. Au Venezuela, l'opposition a démenti ce lundi qu'un dialogue ait commencé entre elle et le gouvernement du président Nicolás Maduro. C'est pourtant ce qu'avait annoncé un émissaire du pape, François. Plus de précisions à travers cet élément. Enrique Capriles, leader de la coalition de la Table pour l'Unité démocratique, MUD de centre droit, est formel. Dans une déclaration sur les réseaux sociaux Periscope, il a martelé qu'aucun dialogue n'avait débuté, mais l'émissaire du pape, le nonce apostolique en Argentine, Émile Paul Thierric, avait affirmé lundi à Caracas que le dialogue national avait commencé après une première rencontre entre représentants du gouvernement et de l'opposition ayant pour objectif d'établir les conditions pour organiser une réunion plénière sur l'île Margarita le 30 octobre. Mais l'opposition, qui veut que Maduro quitte le pouvoir, ne considère pas la rencontre de lundi comme l'ouverture formelle d'un dialogue. Vinimos esta reunión a informarle a Nous sommes venus à cette rencontre pour informer l'émissaire du pape, le nonce apostolique et les anciens présidents des intentions de la coalition. Parce que nous avons lancé une nouvelle phase dans le combat du peuple vénézuélien pour la liberté et la démocratie. Du côté du pouvoir, le discours est tout autre. Le président Maduro a réagi après son entrevue avec le souverain pontife. Le dis las gracias en nombre del pueblo de Venezuela por todo el apoyo. Je les remercie au nom du Venezuela pour tout le soutien pour qu'enfin et de manière définitive s'installe une table de dialogue au Venezuela entre les différents acteurs de l'opposition et le gouvernement légitime et bolivarienne que je dirige. Ce qui doit se passer à Caracas après de multiples contacts et réunions de travail. Cette annonce surprise de dialogue survenait à un moment d'extrême tension. Des heurts ont opposé des manifestants et la police lundi dans la ville de San Cristobal, un bastion de l'opposition, lors d'un rassemblement qui visait à dénoncer la décision des autorités de suspendre le processus de référendum révocatoire contre le chef de l'État. Avec le référendum dans l'impasse, l'opposition étudie tous les moyens d'obtenir le départ anticipé de Nicolás Maduro, élu en 2013 et dont le mandat s'achève en 2019. Pour finir, Pascal Sémikangwa, premier Rwandais condamné en France pour sa participation au génocide de 1994, à nouveau face à la justice ce mardi. Une cinquantaine de témoins auront la parole au cours de ce procès qui aura lieu sur 32 jours. Dans le boss des accusés ce mardi, Pascal Sémikangwa, l'ex-officier de la garde présidentielle rwandaise comparé en appel devant les assises de Bobigny pour complicité de génocide et complicité de crimes contre l'humanité. Arrêté à Mayotte en 2008 pour trafic de faux papiers, Pascal Sémikangwa a été condamné par la Cour d'assises de Paris en 2014 à 25 ans de réclusion criminelle. Ce qu'on attend principalement, c'est que le procès se déroule dans des conditions aussi satisfaisantes, je dirais même excellentes, que le procès de première instance. Sémikangwa est le premier des présumés génocidaires rwandais, puisque sa condamnation n'est pas définitive, j'utilise le terme présumé, à être jugé en France. Donc c'est un procès particulièrement important, c'est un procès qui doit demeurer exemplaire. Évidemment, on espère, je ne le cache pas, même si ce n'est pas le rôle de la partie civile de requérir, on espère une condamnation, voire une confirmation de la décision de première instance qui nous apparaît avoir été rendue dans des conditions vraiment d'équité totale. Une cinquantaine de témoins interviendront au cours de ce nouveau procès dont certains, emprisonnés au Rwanda, seront suivis par visioconférence. L'audience prendra fin le 9 décembre prochain. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi.